Bonjour à tous, voici le chapitre vitesse et interaction. Donc je vous rappelle vos connaissances et capacités pour ce chapitre, savoir que le mouvement est relatif, savoir définir et calculer la vitesse d'un mobile dans le cas d'une vitesse constante, caractériser différents mouvements, savoir reconnaître des corps en interaction, savoir construire un DOI, un diagramme d'objet interaction, savoir modéliser des interactions, connaître et savoir appliquer la condition d'équilibre statique d'un objet. Grand 1, nous avons vu la relativité du mouvement avec l'activité 1 de votre livre et nous avons vu que le mouvement était relatif. Tout dépend du référentiel que j'utilise. C'est un objet de référence, le référentiel. Il est donc indispensable pour étudier le mouvement d'un objet quelconque, appelé système ou mobile, de préciser l'objet de référence par rapport auquel on étudie son mouvement. Lorsqu'un objet est en mouvement par rapport à un référentiel, deux cas sont possibles. Soit la distance entre l'objet et le référentiel varie, soit l'objet va décrire un cercle autour du référentiel fixe. Grand 2, donc calcul de vitesse. Pour calculer une vitesse, c'est le rapport du quotient de la distance parcourue par la durée delta t de parcours. Si la distance est exprimée en mètres et delta t en secondes, alors l'unité de la vitesse est le mètre par seconde, m/s. C'est l'unité légale, celle du système international SI. Par contre, en voiture, souvent, on utilise le kilomètre par heure et pas kilomètre heure. Donc, kilomètre par heure, ça veut donc dire qu'on exprime la distance en kilomètres, delta t en heure, et du coup, la vitesse est en kilomètres par heure. Un petit exemple, le record du monde du 200 mètres établi en 1996 par Michael Johnson lors des JO d'Atlanta est de 19,32 secondes. Si je veux calculer sa vitesse en mètres par seconde et ensuite en kilomètres par heure, comment je fais? Premièrement, j'écris la formule littérale V est égal à D divisé par delta T ou T. C'est donc ensuite égal à 200, puisqu'on a 200 mètres, divisé par 19,32, c'est le temps de parcours. On trouve 10,4 mètres par seconde. Si je veux convertir des mètres par seconde en kilomètres par heure, je vais donc multiplier par 3600 pour convertir des secondes en heures et diviser par 1000 pour passer de mètres à kilomètres, ce qui revient à multiplier par 3,6. On obtient 37,3 km par heure. Des exemples de vitesse à connaître, le TGV 300 km par heure, le son dans l'air 340 mètres par seconde, la lumière environ 300 000 km par seconde, mais là c'est bien sûr le déplacement des photons, c'est pas un objet. Et petit rappel, pour calculer une année-lumière et la définition d'une année-lumière, une année-lumière c'est la distance que parcourt la lumière dans le vide en un an. Donc si je veux calculer cette distance et retrouver la valeur que vous avez apprise en quatrième, D est égal à V fois delta T. La vitesse de la lumière, c'est donc 300 000 km par seconde. Donc j'ai des kilomètres par seconde. Il faut donc convertir le temps en secondes. Si je prends pour une année 365 jours, qui est ici, je multiplie par 24, puisque dans un jour il y a 24 heures, et multiplié par 60 et 60 pour convertir en secondes. On obtient 9,43 fois 10 puissance 12 km. Si je convertis en mètres, c'est 9,43 fois 10 puissance 15 mètres. Ensuite, si je regarde un objet qui est en mouvement, et je veux décrire ce mouvement, j'ai besoin de deux choses, de sa trajectoire et de sa vitesse. Donc premièrement, je regarde sa trajectoire. Si c'est une droite, le mouvement est rectiligne. Si c'est un cercle, c'est circulaire. Si c'est une courbe, c'est curviligne. Si la vitesse augmente, le mouvement est accéléré. Si la vitesse diminue, le mouvement est décéléré. Par contre, si la vitesse reste constante, le mouvement est uniforme. Pour exemple, la chute d'une pomme, on voit ici, la chute tombe
au sol par exemple, j'ai comme trajectoire une droite, les points, les différentes photos de la pomme sont de plus en plus éloignées, donc la distance augmente, donc la vitesse augmente. Je peux donc décrire ce mouvement comme étant un mouvement qui est rectiligne, accéléré. Maintenant, si je regarde la Lune autour de la Terre, eh bien, la trajectoire est un cercle, les points sont espacés à la même distance, on voit que la distance paraît identique à chaque fois, c'est donc un mouvement circulaire uniforme. Pour ce qui est des interactions, un objet peut interagir sur un autre. Il exerce alors une action mécanique et cette action peut déformer l'objet ou modifier son mouvement. Si deux objets exercent une action mécanique l'un sur l'autre, on dit qu'il y a une interaction. Cette interaction, elle est soit localisée, soit répartie sur l'ensemble de l'objet. Soit cette interaction est à distance, soit elle est de contact. Une interaction donc peut être modélisée par un segment fléché appelé force. Il a la même direction et le même sens que l'action et une longueur proportionnelle à son intensité qui est mesurée en newton de symbole grand N. Alors on verra plus tard que pour mesurer une force en newton, on utilise un dynamomètre. Alors pour caractériser une force, c'est comme un vecteur, donc on a 4 points. La première chose, on regarde sa direction. Est-ce que c'est vertical, horizontal ou oblique? Deuxièmement, son sens. Est-ce que c'est vers le haut, vers le bas, vers la droite ou vers la gauche? Son point d'application et la valeur en newton. N majuscule en hommage à Isaac Newton pour ses travaux. Le diagramme DOI, diagramme d'interaction objet, permet de représenter l'objet étudié et ses interactions avec les autres objets de l'espace environnant. Donc pour un trait plein, c'est une interaction de contact et un trait en pointillé, une interaction à distance. Lorsque j'ai un équilibre statique, un objet est en équilibre statique, si ces forces se compensent, c'est-à-dire elles ont la même valeur, la même direction, mais sont de sens